Une pauvre plongeuse trouve le portefeuille d'un millionnaire en marchant dans la rue. Lorsqu'il la voit, il tombe amoureux d'elle de façon inattendue. Le matin se levait sur Paris avec la douceur monotone d'un jour ordinaire. Dans le 11e arrondissement, entre les ruelles étroites et les façades vieillissantes des immeubles, Claire Dubois descendait les escaliers grinçants de son immeuble sans ascenseur. Elle habitait un petit studio sous les toits, où la douche était installée dans un coin de la cuisine et où le bruit du vent passait librement sous les fenêtres mal isolées. Tous les matins, elle répétait les mêmes gestes, nouer ses cheveux, mettre ses écouteurs, enfoncer ses mains dans les poches de sa veste trop fine pour la saison, puis marcher sans un mot, sans un regard, vers le restaurant où elle travaillait. Le Chez Martine, modeste bistrot familial situé dans une rue animée, était son univers depuis 2 ans. Claire n'était pas serveuse ni cuisinière. Elle nettoyait. Elle était la dernière à partir, la première à arriver. Chaque jour, elle passait des heures les mains dans l'eau tiède, à réciter mentalement des poèmes qu'elle avait appris adolescente, comme un refuge discret entre les bruits de vaisselle et les ordres lancés à la hâte par les cuisiniers. Les clients ne la voyaient pas. Les serveurs, rarement. Même le patron, M. Didier, lui parlait sans vraiment la regarder. Claire ne se plaignait jamais. Elle économisait sou par sou pour payer le loyer de son minuscule studio, rêvant, parfois d'un espace à elle, avec un vrai canapé, peut-être une étagère remplie de livres. Mais ses pensées étaient fugitives. La réalité pesait lourdement. Les factures, les heures supplémentaires non payées, les sacs de provisions qu'elle portait seule, tard le soir, après sa journée de travail. Sa routine était aussi silencieuse qu'invisible. En sortant du travail, elle gardait toujours ses écouteurs, même quand elle n'écoutait rien. Cela empêchait les interactions non sollicitées. Ses yeux, eux, restaient rivés au sol, par habitude, mais aussi par nécessité. À Paris, regarder droit. Devant soi signifiait souvent croiser des regards, affronter des expressions de jugement ou pire, de pitié. Un soir, alors que la pluie commençait à tomber et que les pavés glissants reflétaient les lumières tremblantes des réverbères, Claire pressait le pas. Sa veste collait à sa peau, trempée. Elle n'avait pas de parapluie. Elle avait encore dans les narines l'odeur du détergent, sur les doigts la rugosité du travail manuel. Elle s'était arrêtée dans une petite boulangerie pour acheter un croissant de la veille à moitié prix. Le vendeur ne l'avait même pas salué. Elle n'y avait pas prêté attention. C'était habituel. Sa solitude n'était pas volontaire. Elle s'était simplement imposée, comme une brume sur les jours. Dans le métro, elle évitait les heures de pointe. Dans les supermarchés, elle utilisait les caisses automatiques. Elle vivait dans une ville pleine de voix, de musiques et de sirènes. Mais dans son monde, tout semblait lointain, filtré, étouffé par un silence profond. Pourtant, Claire n'était pas triste. Pas vraiment. Elle s'était adaptée comme une plante qui pousse dans l'ombre, trouvant sa lumière dans les petites choses, un rayon de soleil sur les toits en zinc, l'odeur du pain chaud le matin, ou les pages d'un vieux livre qu'elle relisait encore et encore. Elle n'attendait rien, et c'est peut-être ce qui lui permettait d'endurer. Mais ce soir-là, sous la pluie fine et le ciel gris, quelque chose allait changer. Un détail presque invisible, à peine un froissement sur le trottoir, allait détourner son regard du sol, un objet que d'autres auraient ignoré. Un de ces hasards minuscules que l'on remarque uniquement quand on vit avec les yeux au ras du monde. Claire ne savait pas encore que sa vie, jusque-là faite de silence et d'effacement, allait croiser celle d'un monde qui brillait bien au-delà de son horizon quotidien. Paris, ce soir-là, n'avait rien de magique. Et pourtant, pour une fois, l'invisible allait devenir le point de départ de quelque chose d'inattendu. La pluie avait gagné en intensité, traçant des rivières fines entre les pavés. Claire marchait vite, les yeux toujours baissés, ses écouteurs diffusant une mélodie douce qu'elle n'écoutait que d'une oreille distraite. Le froid de la soirée s'infiltrait par les coutures de sa veste. Elle pensa brièvement à l'eau chaude qu'elle espérait trouver encore tiède dans son ballon électrique, chez elle. Elle imaginait déjà ses chaussettes sèches et son vieux plaid usé, refuge contre les soirées d'humidité parisienne. Puis, soudainement, un choc contre le bout de sa chaussure. Elle s'arrêta net. Quelque chose venait d'entraver son pas. Elle retira un écouteur, se pencha et aperçut un objet sombre au sol, à moitié dissimulé par l'ombre d'une poubelle. C'était un portefeuille en cuir noir, visiblement de très bonne qualité, presque intact malgré la pluie. Claire le prit entre ses doigts, regarda autour d'elle.
personne ne semblait l'avoir perdu ou le chercher. Elle hésita un instant, puis l'ouvrit. À l'intérieur, plusieurs cartes bancaires, une pièce d'identité plastifiée, quelques billets soigneusement pliés et une petite feuille de papier manuscrite d'une écriture élégante et inclinée. Elle lut rapidement le nom inscrit sur la carte d'identité, Théo Morel. Le visage qui y figurait était jeune, les traits fins, le regard assuré. Sur le papier, une adresse était notée à la main, accompagnée de 2 mots en bas. Urgent. Personnel. Claire sentit un étrange frisson la traverser. Ce portefeuille ne ressemblait pas à ceux qu'on perd par négligence. Il était trop organisé, trop précis. Et pourtant, là, abandonné sur un trottoir détrempé, il semblait à la merci de n'importe quel passant. Elle referma soigneusement l'objet et le rangea dans la poche intérieure de sa veste. Son instinct lui disait de le rendre, mais pas en le déposant au commissariat ou en l'envoyant par la poste. Non, il y avait quelque chose dans cette découverte, dans la façon dont elle avait heurté cet objet presque discrètement posé sur son chemin qui l'empêchait de l'ignorer. Elle n'était pas une héroïne, ni une curieuse. Elle voulait simplement faire ce qu'elle estimait juste. Alors, au lieu de rentrer chez elle, Claire prit une grande inspiration, fit demi-tour et marcha vers la station de métro la plus proche. Elle vérifia l'adresse sur le papier. L'arrondissement était éloigné, près du fleuve, dans un quartier qu'elle connaissait seulement de nom, où les façades étaient modernes et les loyers inaccessibles. Le trajet fut silencieux. Dans le wagon presque vide, elle serrait le portefeuille dans sa main comme si elle transportait un secret. Les stations défilaient, de plus en plus lointaines de son quotidien. À chaque arrêt, son cœur battait plus fort. Elle se sentait déplacée, presque illégitime dans cet environnement aux lignes propres et aux gens bien habillés. Mais elle continua. En sortant de la station, elle se retrouva face à une avenue bordée d'arbres et de bâtiments majestueux. Le contraste avec son quartier était saisissant. Elle chercha le numéro indiqué sur le papier et le trouva au coin d'une rue silencieuse, donnant directement sur les quais de Seine. L'immeuble était impressionnant. Façade de verre, lignes épurées, portail sécurisé. Claire resta un instant figée devant l'entrée. Elle observa les grandes portes vitrées, les lumières tamisées du hall, le sol en marbre. Jamais elle n'avait pénétré dans un endroit aussi raffiné. Un portier en uniforme se tenait derrière un bureau, jetant des regards méfiants aux passants. Claire hésita, jeta un œil à son reflet dans la vitre, ses cheveux humides, son jean usé, ses baskets tachées. Elle n'avait rien d'une visiteuse attendue, mais elle respira profondément et s'approcha. Le portier la regarda, visiblement peu convaincue. Elle sortit le portefeuille, l'éleva légèrement et dit simplement « Je viens rendre ça à monsieur Théo Morel, je l'ai trouvé dans la rue. » L'homme haussa un sourcil, demanda de patienter, puis passa un coup de téléphone interne. Quelques secondes plus tard, il acquiesça silencieusement et ouvrit le portique. « Dernier étage, madame. L'ascenseur vous y conduira directement. » Claire le remercia d'un signe de tête, entra, les jambes légèrement tremblantes. L'ascenseur était silencieux, rapide. Elle vit les chiffres défiler à une vitesse qui semblait irréelle. À l'approche du dernier étage, elle tenta de se recoiffer rapidement, essuya ses mains sur son pantalon, rangea le portefeuille avec soin dans sa main. Les portes s'ouvrirent dans un couloir luxueusement décoré. Et là, devant une porte, entr'ouverte, se tenait un homme. Jeune, élégant, et exactement le même que sur la carte d'identité. Théo Morel. Claire se tenait devant lui, encore haletante, trempée jusqu'aux os, son sac en bandoulière dégoulinant d'eau sur le sol immaculé. Le contraste entre elle et l'endroit où elle se trouvait était presque absurde. Le couloir brillait d'un éclat discret, avec ses murs au ton crème, ses tableaux modernes alignés avec précision, et le parfum délicat d'un encens léger qui flottait dans l'air. Et lui, Théo Morel, debout, mains dans les poches, portait un pull de cachemire gris foncé et un pantalon parfaitement taillé, comme sorti d'une séance photo. Leurs regards se croisèrent un instant. Claire sentit une brûlure dans le ventre, celle qui précède souvent les grands malaises ou les grandes décisions. Elle tendit le portefeuille sans un mot, espérant que ce simple geste suffirait pour clore l'épisode. Théo s'avança, surpris. Il prit l'objet avec délicatesse, comme s'il redoutait de froisser la sincérité qui l'accompagnait.
Il l'ouvrit, vérifia brièvement le contenu, puis releva les yeux vers elle. « Vous l'avez trouvé. Où ?» Sa voix était posée, claire, sans accent appuyé, mais avec cette précision dans l'intonation qui trahissait une éducation raffinée. « Près de la rue Oberkampf. Sur le trottoir, » répondit-elle, mal à l'aise. Il hocha la tête, puis regarda à nouveau le portefeuille, comme s'il y cherchait une réponse à une autre question. « Vous avez eu la gentillesse de venir jusqu'ici. Vous auriez pu simplement le déposer quelque part. »« J'ai vu l'adresse sur le papier, » murmura-t-elle, « et j'ai pensé que c'était urgent. » Elle parlait vite, les yeux fuyant les siens. Elle voulait partir. Le silence s'installa pesant mais pas désagréable. Théo la dévisageait discrètement. Il semblait fasciné, pas par sa beauté qui était discrète, mais par autre chose, une forme de vérité nue, sans vernis. Il se redressa soudain, comme réveillé d'une rêverie. « Entrez, au moins quelques minutes. Vous êtes trempé. Je peux vous offrir un thé ou, je ne sais pas, quelque chose de chaud ?» Claire recula instinctivement d'un demi-pas. « Non, merci, je dois rentrer. »« Ce n'est pas un piège, » sourit-il doucement. « C'est juste de la gratitude. » Elle secoua la tête. « Vous m'avez trouvé le jour où tout pouvait basculer, » dit-il d'un ton énigmatique. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez d'éviter. C'était plus qu'un portefeuille. Mais peu importe, ce n'est pas votre problème. » Claire ne répondit rien. Elle comprenait à demi-mot mais ne voulait pas s'impliquer. Elle resserra sa veste sur elle et se tourna vers l'ascenseur. « Merci encore, » ajouta-t-il, plus doucement. Elle leva brièvement les yeux, puis s'engouffra dans la cabine. Tandis que les portes se refermaient lentement, elle vit encore son regard suivre chacun de ses gestes. Dehors, la pluie avait cessé. Paris brillait à nouveau sous les lampadaires, les trottoirs lavés prenant des reflets dorés. Claire marcha sans but précis pendant plusieurs minutes, le cœur battant étrangement vite. Elle revoyait les murs blancs, la moquette épaisse, l'air chaud et parfumé de cet appartement au sommet du monde. Et surtout ce regard, ni arrogant ni compatissant, juste intrigué, presque vulnérable. Elle secoua la tête, cherchant à effacer les sensations nouvelles qui la traversaient. Ce n'était pas son monde, elle n'avait rien à voir avec lui. Elle avait fait ce qu'il fallait, rien de plus, il fallait oublier. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait que quelque chose avait changé. Une faille infime mais réelle venait de s'ouvrir entre ses habitudes et un ailleurs encore inconnu. Théo referma doucement la porte après le départ de Claire. Il resta un instant immobile, le portefeuille toujours dans la main, son esprit ailleurs. Dans le silence de son appartement luxueux, le bruit de la pluie qui s'égouttait des balcons semblait exagérément présent. Il marcha jusqu'à la grande baie vitrée qui donnait sur le fleuve et observa les lumières de Paris se refléter sur l'eau noire. L'image de Claire, debout dans le couloir, ruisselante, les yeux fuyants, ne quittait pas son esprit. Il avait l'habitude des rencontres, des échanges codifiés, des sourires intéressés. Mais ce soir-là, il avait vu autre chose, une forme de dignité nue, dépourvue de toute attente. Il s'assit dans son canapé, posa le portefeuille sur la table basse et l'ouvrit à nouveau, comme pour vérifier qu'il avait bien existé. Tout était là, cartes, documents, l'adresse manuscrite. Pourtant, c'était comme si le plus précieux avait été ce geste désintéressé, ce refus de gratitude luxueuse. Claire n'avait rien demandé. Elle n'avait pas souri par politesse ni par flatterie. Elle avait rendu un objet important avec la même simplicité qu'on rend un parapluie oublié, et cela le troublait. Pendant ce temps, Claire marchait dans les rues calmes de son quartier, le pas plus léger sans qu'elle comprenne pourquoi. Elle sentait encore l'humidité dans ses vêtements, mais une chaleur étrange l'habitait. Elle se reprochait de penser à lui, de revoir ses yeux. Claire, son visage calme. Elle n'avait pas aimé se sentir observée. Et pourtant, ce regard ne l'avait pas pesé comme les autres. Il l'avait frôlée, avec une curiosité douce, presque respectueuse. Elle entra enfin chez elle, gravit les 5 étages d'un immeuble sans ascenseur et s'effondra sur son lit sans même allumer la lumière. Elle ne voulait pas penser, mais l'image revenait. Encore et encore. Le lendemain matin, Théo reprit son rythme habituel, mais quelque chose dans sa mécanique s'était déréglé. Lors de ces réunions, il avait l'esprit ailleurs. Les chiffres, les projets, les voix autour de lui semblaient fades. Il se surprit à penser à Claire, à s'interroger sur elle. D'où venait-elle? Quelle vie menait-elle?
Pourquoi ce geste si simple avait-il ébranlé sa routine millimétrée? Dans un élan spontané, il demanda à son assistant s'il pouvait retrouver l'identité de la jeune femme qui lui avait rapporté son portefeuille. L'homme hésita, gêné. « Elle ne s'est pas identifiée, monsieur. Aucun nom, aucun numéro. » Théo acquiesça, il ne voulait pas donner d'ordres intrusifs. Mais quelque chose en lui refusait de laisser cette rencontre disparaître. Il voulait comprendre, pas pour la remercier, pas pour lui offrir quoi que ce soit. Juste pour retrouver, ne serait-ce qu'un instant, ce sentiment rare d'authenticité. Claire, de son côté, avait repris son travail comme si rien ne s'était passé. Mais tout lui semblait un peu différent. Les bruits du restaurant paraissaient plus agressifs, les regards plus lourds. Elle n'avait rien dit à personne, pas même à sa collègue Amina, avec qui elle partageait parfois des confidences silencieuses entre deux services. Elle gardait cette rencontre comme un secret fragile, quelque chose qu'elle craignait de voir se briser si elle le racontait à voix haute. Le soir, en rentrant chez elle, elle repensait à sa réponse rapide, presque instinctive, à son refus de rester, de boire un thé. Et si elle avait dit « oui », qu'aurait-elle découvert? Aurait-elle été rejetée dès qu'il aurait su d'où elle venait? Ou bien, aurait-elle vu un autre pan de ce monde brillant qu'elle observait toujours de loin, à travers les vitrines? Théo, de son côté, se surprit à marcher sans but dans le 11e arrondissement quelques jours plus tard. Il prétendit à son chauffeur qu'il voulait un moment seul, prit le métro et descendit à la station la plus proche de la rue Oberkampf. Il marcha lentement, observant les visages, les vitrines, les bistrots modestes. Il espérait vaguement la croiser, sans se l'avouer. C'était absurde. Il ne savait rien d'elle. Mais il était là. Il s'arrêta devant un petit restaurant, au coin d'une rue, attiré par une agitation en cuisine visible depuis l'extérieur. Il regarda par la vitre, et son cœur manqua un battement. Là, à l'arrière, entre un évier débordant de vaisselle et un mur couvert de vapeur, il la vit. Claire. Les cheveux relevés en un chignon maladroit, les manches retroussées, concentrée sur une tâche invisible. Elle riait d'un rire rare, fragile, à une remarque que venait de lui faire une autre employée. Puis elle reprit son travail, effacée mais présente. Théo recula doucement, comme un intrus. Il ne voulait pas se faire voir. Pas encore. Il n'était pas prêt. Il voulait juste la revoir. Et maintenant qu'il l'avait retrouvée, il savait que ce n'était que le début d'une suite qu'il n'avait pas prévue. La nuit tombait lentement sur Paris, et les lampadaires du boulevard Saint-Germain allumaient leur halo doré. Théo, assis sur le canapé de son appartement au mur de verre, fixait la ville en contrebas sans réellement la voir. Depuis qu'il avait aperçu Claire derrière la vitre embuée de ce petit restaurant, une agitation nouvelle l'habitait. Ce n'était pas un simple caprice ou une fascination passagère, c'était plus profond, une sensation d'écho, de réminiscence. Quelque chose en elle réveillait une partie de lui qu'il croyait enfouie à jamais. Il se leva, marcha lentement jusqu'à son bureau, ouvrit un tiroir oublié. À l'intérieur, un vieil album photo relié de cuir brun poussiéreux. Il s'assit, le posa sur ses genoux et tourna les pages. Les images défilaient, un petit garçon aux boucles brunes courant dans une cour pavée, une femme jeune au regard fatigué, un appartement modeste aux murs décolorés. Il s'arrêta sur une photo, sa mère en uniforme, balayant une cage d'escalier, souriant malgré l'épuisement. Claire lui rappelait ce sourire, ce mélange de fierté silencieuse et de résignation tranquille. Il n'avait pas pensé à sa mère depuis longtemps. Sa disparition, 10 ans plus tôt, avait coïncidé avec l'ascension rapide de Théo dans le monde des affaires. Il avait fui ses origines comme on fuit une blessure, préférant les codes des cercles huppés à la simplicité du passé. Mais voilà que Claire, en un regard, en un geste, faisait remonter à la surface ce qu'il s'était efforcé d'oublier. Il se souvenait de l'odeur du savon dans les vêtements de sa mère, du bruit de ses pas quand elle rentrait tard, du pain rassis qu'elle adoucissait avec du lait chaud. Théo ferma l'album, le serra un instant contre lui puis le rangea à sa place. Il savait maintenant qu'il ne pouvait pas ignorer cette résonance. Ce n'était pas une quête romantique, ni un caprice sentimental. C'était une recherche, de sens, une tentative de renouer avec une partie perdue de lui-même. Et Claire en était la clé, sans même le savoir. Le lendemain, il demanda à son assistant de l'aider discrètement à en savoir plus sur elle. Rien d'intrusif, précisa-t-il. Juste un nom, un lieu de travail. L'homme revint quelques heures plus tard, avec un sourire discret. Elle s'appelle Claire Dubois. Elle travaille dans un petit restaurant du 11e arrondissement, chez Martine.
Elle y est depuis plus de 2 ans. Théo hocha la tête, sans rien ajouter. Il connaissait déjà cette adresse. Il y était passé la veille. Il remercia l'assistant, puis s'enferma dans son bureau. Il ne voulait pas apparaître dans sa vie comme un bienfaiteur. Il savait ce que cela provoquerait. La méfiance, le rejet. Il devait trouver une manière d'entrer dans son monde, sans l'écraser. D'abord, il devait comprendre ce qu'il cherchait vraiment. Ce soir-là, dans le silence de son appartement, il ouvrit son carnet de notes. Une idée, encore floue, commençait à germer. Quelque chose en lien avec l'origine, avec la transmission, avec le passé qui se transforme en avenir. Il griffonna des mots. Insertion, formation, mémoire, dignité. Puis il entoura un nom. Claire. Il ne savait pas encore quel rôle elle y jouerait. Mais il savait que ce projet naissait d'elle. Pendant ce temps, Claire reprenait sa routine. Mais ses pensées la trahissaient. Elle repensait à Théo plus souvent qu'elle ne l'aurait voulu. À sa voix calme, à sa manière de la regarder sans jugement. Elle se demandait ce qu'il faisait à cet instant, dans son appartement au sommet de la ville. Si elle avait accepté le thé, aurait-il parlé? Aurait-il ri? Aurait-il vu en elle autre chose qu'une silhouette fuyante? Elle essaya de chasser ses pensées. Le monde de Théo n'était pas le sien. Elle avait appris à se méfier de ceux qui offraient trop facilement. Mais malgré elle, un souvenir persistait. Ses yeux quand elle lui avait rendu le portefeuille. Il n'avait pas souri comme le font les riches quand ils reçoivent de quelque chose qu'ils croient dû. Il avait semblé soulagé, comme si ce geste simple l'avait touché plus que prévu. Ce soir-là, en rangeant les couverts, Amina s'approcha d'elle, un air taquin sur le visage. « Tu es ailleurs depuis quelques jours. Tu es tombée amoureuse ou quoi ?» Claire rit un peu trop fort. « Non, rien du tout. Juste fatiguée. » Mais Amina n'était pas dupe. Elle observa Claire un instant, puis haussa les épaules et retourna à ses casseroles. Claire, elle, se demanda si le destin avait vraiment glissé ce portefeuille sous son pied par hasard, ou si parfois les villes comme Paris savaient quand il était temps de faire se rencontrer 2 histoires trop longtemps séparées. Le mercredi suivant, en fin de service, alors que Claire essuyait les derniers verres dans l'arrière-cuisine, un homme élégant franchit la porte du restaurant. Il portait un long manteau anthracite et un chapeau discret qui le rendait à la fois visible et mystérieux. Il ne regarda ni le menu ni les tables. Il s'approcha directement du comptoir et demanda d'une voix posée « Je cherche mademoiselle Claire Dubois ». Le serveur, surpris, jeta un regard vers la cuisine. Claire, alertée par le ton inhabituel, sortit lentement, les mains encore humides. En voyant l'homme, elle eut un bref mouvement de recul. Il ne ressemblait en rien aux livreurs ou clients habituels. Il la salua respectueusement, puis lui tendit une enveloppe fermée, marquée à la main de son prénom. « Ceci est pour vous. Monsieur Morel vous adresse ses salutations. » Claire prit l'enveloppe sans comprendre. L'homme la salua encore, puis quitta l'établissement aussi discrètement qu'il était venu. Les autres employés la regardaient, curieux. Claire s'efforça de garder une expression neutre, retourna en cuisine et attendit d'être seule pour ouvrir le message. À l'intérieur, une feuille épaisse au logo discret portait une invitation manuscrite, un gala caritatif, organisé dans un hôtel particulier du 7e arrondissement au profit d'une fondation pour la jeunesse. Et au bas, une signature reconnaissable, Théo Morel. Le mot était bref mais personnel. « Claire, je n'oublie pas ce que vous avez fait. Ce serait un honneur de vous avoir comme invité à cet événement. Il n'y a aucune attente, seulement un souhait sincère de vous revoir. Théo. » Claire resta un long moment à fixer l'écriture. Elle ne savait pas quoi ressentir, de la surprise d'abord, puis une forme d'appréhension. Pourquoi l'inviter à un tel événement? Pour l'exhiber comme une étrangeté? Pour jouer au sauveur? Elle secoua la tête, replia soigneusement la lettre et la rangea dans son sac. Le lendemain, elle n'en parla à personne, mais l'invitation brûlait dans sa poche comme un secret trop lourd. À la pause déjeuner, elle sortit discrètement son téléphone et chercha l'adresse indiquée. L'endroit était somptueux, un monde à part. Elle hésita à jeter l'invitation, à faire comme si elle n'avait rien reçu. Mais au fond, une curiosité sourde grandissait, non pas pour les dorures ou les mondanités, mais pour lui, pour comprendre ce qu'il cherchait réellement. C'est finalement Amina qui brisa le silence quelques jours plus tard. En voyant Claire plus distraite que d'habitude, elle la coinça dans le vestiaire.
Il se passe quelque chose. Tu n'es jamais comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Claire hésita puis lui tendit l'invitation. Amina lut puis écarquilla les yeux. C'est une blague. Tu as sauvé un portefeuille ou un prince? Rien de tout ça. C'est juste un homme. Très riche, très poli, un peu étrange. Et tu vas y aller? Je ne sais pas, je n'ai rien à me mettre de toute façon. Amina sourit. Ne bouge pas, j'ai exactement ce qu'il te faut. Le soir même, dans l'arrière-boutique, d'un pressing où travaillait la cousine d'Amina, Claire essaya une robe noire, simple mais élégante, que la cousine accepta de lui prêter. Elle n'était pas taillée sur mesure, mais lui allait étonnamment bien. Claire se regarda dans le miroir avec un mélange de gêne et d'étonnement. Elle ne se reconnaissait pas. Le soir du gala arriva. Claire prit le métro, puis termina, à pied, son cœur battant à chaque pas. Devant l'hôtel particulier, elle hésita, regarda les voitures de luxe, les invités en robe longue, les flashs de photographes. Elle se sentit minuscule, mais une hôtesse polie s'approcha d'elle. « Mademoiselle Dubois, nous vous attendions. Par ici, s'il vous plaît. » Elle fut conduite à l'intérieur, dans une salle éclatante de lumière, au plafond orné, de fresques et aux chandeliers scintillants. Les conversations étaient feutrées, les regards rapides. Claire s'efforça de rester droite, de ne pas trébucher sur le tapis épais, et puis elle le vit. Théo, debout près d'un groupe d'invités, vêtu d'un costume sombre parfaitement ajusté. Lorsqu'il l'aperçut, son visage s'illumina. Il quitta immédiatement la conversation et vint à sa rencontre. « Claire, vous êtes venue? »« Merci. » Elle acquiesça, incapable de répondre immédiatement. Il lui tendit le bras, qu'elle accepta timidement. « Je suis heureux que vous soyez là, ce soir c'est important, mais pas autant que votre présence ici. » Elle ne sut quoi dire. Autour d'eux, certains invités les observaient, curieux, parfois moqueurs, mais Théo ne semblait s'intéresser à rien d'autre qu'à elle. Dès l'instant où Claire posa, le pied dans la grande salle de réception, elle sentit chaque regard se tourner vers elle, comme un courant électrique discret mais implacable. Les éclats des lustres au-dessus de sa tête semblaient souligner sa présence, l'isoler du reste de l'assemblée. Les conversations se suspendaient un instant lorsqu'elle passait, les rires se faisaient plus secs, les sourires plus étudiés. Elle n'était pas attendue ici, ou plutôt, elle n'entrait dans aucune des cases que ces gens avaient l'habitude de fréquenter. Elle s'en rendit compte dès le premier pas aux côtés de Théo. Il ne la quittait pas d'une semelle, lui glissant à l'oreille des phrases apaisantes, des repères sur les personnes présentes, des anecdotes légères. Il faisait tout pour la mettre à l'aise, mais elle voyait derrière les regards les jugements qui fusaient sans jamais être dits à voix haute. Qui était-elle? D'où sortait-elle? Et surtout, que faisait-elle au bras de Théo Morel, l'un des entrepreneurs les plus en vue du pays? « Tu ne dois rien à personne ici, murmura-t-il, comme s'il devinait ses pensées. Marche comme tu le fais dans ta rue. C'est moi qui suis honoré d'être ton invité, pas l'inverse. » Elle tourna légèrement la tête vers lui. Dans ses yeux, elle ne vit ni moquerie ni amusement, juste une sincérité calme. Alors elle avança un peu plus droite, les mains serrées autour de sa petite pochette empruntée, le cœur battant à tout rompre. Sa robe, pourtant simple, tranchait avec les tenues extravagantes qui l'entouraient, mais c'était justement ce contraste qui la rendait remarquable. Elle n'essayait pas de briller, et c'est ce qui, malgré tout, attirait les regards. Des murmures commencèrent à circuler. Quelques femmes la toisèrent sans retenue. Certains hommes, plus âgés, échangèrent des sourires entendus, mais Claire gardait le regard droit, évitant de se perdre dans les faux semblants. Elle se contentait d'écouter, de répondre avec douceur quand on lui parlait, sans jamais chercher à se faire remarquer. À un moment, une femme s'approcha, élégante, la cinquantaine maîtrisée, le port altier d'une habituée de ce genre de mondanité. « Mademoiselle, Dubois, n'est-ce pas? Je suis Isabelle Fournier, présidente de la Fondation culturelle. » Claire s'inclina légèrement, salua poliment. Isabelle l'observa avec un sourire figé. Théo a toujours eu un goût certain pour l'originalité. « Vous travaillez dans l'art? »« Non, » répondit Claire sans détour. « Je travaille dans un restaurant. » Un léger silence suivit. La femme cligna des yeux comme si elle avait mal entendu, puis hocha la tête mécaniquement. « Comme chef? Comme plongeuse ?» Isabelle ne sut quoi répondre. Elle s'éloigna peu après, prétextant un appel. Théo, qui avait assisté à la scène de loin, rejoignit Claire, un sourire aux lèvres. «
Tu viens de renverser sa vision? Du monde, souffla-t-il. J'espère que je n'ai pas gâché ta soirée, murmura-t-elle. Tu viens de la sauver. Ils rirent doucement, complices. Et peu à peu, quelque chose changea. L'attitude de Claire, d'abord crispée, s'assouplit. Elle échangea quelques mots avec d'autres invités, parla de ses lectures, de la ville, de son quartier. Elle ne cherchait pas à impressionner. Elle parlait comme elle vivait, avec honnêteté, et c'est cette simplicité qui désarma plusieurs convives. Un vieil homme, membre d'un comité de mécènes, lui demanda son avis sur les initiatives sociales. Elle répondit franchement, évoquant les jeunes qu'elle croisait dans son quartier, leur solitude, leur rage contenue. Il l'écouta attentivement, puis déclara qu'il n'avait pas entendu une parole aussi vraie depuis des années. Plus tard, en s'asseyant quelques instants dans un coin discret de la salle, elle aperçut Théo discuter avec un petit groupe. Il riait, à l'aise, mais quand ses yeux croisèrent les siens, il s'excusa aussitôt et vint la rejoindre. Il s'assit à côté d'elle, les épaules relâchées, le visage doux. « Tu sais ce que tu as fait ce soir ?»« J'ai survécu, » répondit-elle, mi-amusée, mi-soulagée. « Tu as rappelé à tous ces gens qu'on peut être digne, sans costume ni titre. Tu as fait plus qu'exister ici, tu as fait réfléchir. » Elle le regarda un peu déconcertée. Elle n'avait pas prévu d'avoir un impact. Elle voulait juste ne pas se sentir de trop. « Tu leur ressembles plus que tu ne le crois, » murmura-t-il. « Mais tu as quelque chose en plus. Tu n'as rien à perdre ici. » La soirée se termina sans éclat. Pas de grands discours, pas d'annonce surprise. Juste une Claire qui, en partant, laissa derrière elle une trace invisible mais persistante. Elle ne le savait pas encore, mais plusieurs invités parlèrent d'elle pendant des jours. Pas comme d'un scandale ou d'une erreur, plutôt comme d'une énigme, d'un souffle d'air neuf dans une pièce trop souvent close. Au matin suivant, Paris semblait inchangé. Les voitures klaxonnaient dans les rues étroites, les boulangers installaient leurs vitrines, les volets s'ouvraient sur une nouvelle journée de grisaille tiède. Mais pour Claire, tout avait basculé. Elle s'en rendit compte en allumant. Son téléphone restait éteint depuis la veille. Une avalanche de notifications s'y était entassée pendant la nuit. Messages, appels manqués, mentions sur les réseaux. Son nom, jusque-là perdu dans l'anonymat, circulait désormais sur les lèvres curieuses de la ville numérique. Une photo d'elle, prise à son insu durant le gala, faisait le tour des sites People. On y voyait Claire au bras de Théo, son visage légèrement tourné vers la lumière, son regard calme. Le titre de l'article ne laissait aucune ambiguïté. Théo Morel et la mystérieuse inconnue, nouvelle idylle ou provocation sociale? Le texte, truffé d'insinuations, évoquait une serveuse ou peut-être une actrice en devenir, une jeune femme visiblement hors des codes du cercle habituel de l'entrepreneur. Les commentaires, eux, étaient bien plus cruels. Une autre qui a flairé le bon filon. « Regardez-moi cette robe, on dirait qu'elle sort d'un vide-grenier. » Il aime bien les projets de charité, visiblement. Claire sentit une boule se former dans sa gorge. Elle éteignit le téléphone et resta un long moment immobile sur le bord de son lit. Elle avait toujours su que ce monde n'était pas pour elle. Elle avait voulu croire l'espace d'une soirée que la sincérité suffisait. Mais elle venait de comprendre que l'honnêteté, dans certains cercles, est vue comme une menace. Au restaurant, l'ambiance avait changé. Les collègues la regardaient différemment. Amina, d'abord choquée par la photo, essaya de la défendre, mais les autres ne se privèrent pas de chuchoter derrière son dos. Les rumeurs allèrent bon train. Que faisait-elle vraiment avec Théo? Était-elle sa maîtresse? Son projet humanitaire? Une future starlette? À la pause, Claire sortit dans la ruelle derrière le restaurant. Elle alluma une cigarette, chose qu'elle ne faisait que dans les moments les plus durs. Le vent frais de l'hiver approchant lui fouettait le visage, mais elle n'y prêtait pas attention. Elle pensait à Théo. Est-ce qu'il avait vu les articles? Est-ce qu'il avait regretté son invitation? Peut-être qu'il s'était déjà détaché de cette histoire, comme ces gens qui survolent les vies des autres sans jamais atterrir. Elle décida de l'appeler, mais son doigt resta suspendu au-dessus de l'écran. Elle n'en avait pas le courage. Au fond, elle savait ce qu'elle devait faire. Elle devait s'éloigner, couper court à tout cela avant que les choses ne deviennent plus violentes. Elle n'avait pas de place dans cet univers d'apparence. Le soir même, elle rédigea un message bref. Quelques lignes polies, remerciant Théo pour son invitation, lui souhaitant bonne continuation dans ses projets.
Elle conclut par une phrase qui lui fit mal à écrire. « Je crois qu'il est préférable que nous ne restions pas en contact. Merci encore. » Elle envoya le message sans attendre de réponse. Puis elle mit son téléphone en mode silencieux et le glissa au fond d'un tiroir. Mais Théo n'avait pas disparu. Lorsqu'il lut son message, quelque chose en lui se brisa. Ce n'était pas de l'orgueil blessé, c'était une perte réelle. Il se souvenait de chaque détail de la soirée, sa manière de marcher, ses silences pleins de sens, les regards qu'elle avait affrontés sans flancher. Il savait que le monde auquel il appartenait pouvait être cruel, mais il ne s'était pas attendu à ce qu'il le soit aussi vite, aussi violemment. Il décida de ne pas répondre par écrit. Il prit sa voiture et, sans prévenir, se rendit au restaurant. Il patienta à l'extérieur, sous une pluie fine, jusqu'à l'heure de fermeture. Quand il vit Claire sortir, il s'approcha doucement. Elle s'arrêta figée. « Je suis désolé, dit-il sans détour. » Elle voulut parler, mais il leva la main. « Je n'ai pas su te protéger. Je pensais naïvement que ton honnêteté suffirait à leur faire voir autre chose. Mais je me suis trompé. »« Ce n'est pas ta faute, murmura-t-elle. Tu veux qu'on arrête? D'accord. Mais regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne ressens rien, que tout ça n'était qu'un malentendu. » Elle le fixa longuement. Il y avait en lui une faille nouvelle, une blessure sincère. Elle ne répondit pas un mot, mais ses yeux parlèrent pour elle. Et dans ce silence, il comprit qu'elle n'avait pas fermé la porte. Elle l'avait juste entr'ouverte pour mieux se protéger. Quelques jours plus tard, alors que Paris se débattait dans son automne gris, Théo envoya un message à Claire. Court, sans appel. « Viens avec moi, juste un jour, pas de promesses, pas de gala, pas de questions. » Elle mit plusieurs heures à répondre, puis un simple mot. « D'accord. » Le lendemain matin, à 7h30, ils partirent dans une voiture discrète, direction le sud de la France. Aucun d'eux ne parla beaucoup durant les premières heures. Le paysage, d'abord urbain, laissa place à des champs humides, des routes bordées de platanes et des villages figés dans le brouillard. Claire regardait par la fenêtre, perdue dans le défilement monotone du monde. Théo conduisait calmement, les mains fermes sur le volant, respectant son silence. Ils arrivèrent en début d'après-midi dans une petite ville paisible, nichée entre collines et forêts, des maisons aux volets bleus, des rues pavées, une église au clocher rouillé. Claire descendit de la voiture avec précaution, comme si elle risquait de briser le calme du lieu par un simple faux pas. « C'est ici que j'ai grandi, » dit Théo en désignant une ruelle. Ils marchèrent lentement. Il la guida jusqu'à une bâtisse modeste, à la façade usée, avec un petit jardin à l'abandon. Il sortit une vieille clé de sa poche et ouvrit la porte. À l'intérieur, une odeur de poussière, de bois sec et de souvenirs. « Je reviens ici une fois par an, pas plus. » Mais c'est là que tout a commencé. Claire observa les lieux. Des meubles simples, un vieux canapé, une télévision d'un autre temps. Sur un buffet, des cadres. Elle s'approcha. Une femme, souriante, les yeux fatigués, tenait un petit garçon dans ses bras. Elle le reconnut aussitôt. C'était Théo, bien avant les costumes et les grands bureaux. « Ma mère », dit-il doucement derrière elle. Elle était femme de ménage. Elle faisait 3 appartements par jour. Elle me laissait chez une voisine qui me nourrissait de restes et me racontait des histoires d'un monde meilleur. Claire ne répondit rien. Elle regardait la photo comme on regarde une vérité nue. Elle comprenait maintenant pourquoi il l'avait invitée ce soir-là. Pourquoi il ne l'avait jamais regardée comme les autres. Il y avait en elle quelque chose de ce passé qu'il avait mis de côté, mais jamais effacé. « Tu me rappelles, elle, » dit-il après un long silence. « Pas dans les gestes, dans l'essence. Cette façon de tenir bon, sans plainte, de traverser les jours comme s'ils n'étaient pas faits pour toi, mais en y trouvant quand même un coin de lumière. » Ils sortirent dans le jardin. L'herbe était haute, les fleurs rares. Il s'assit sur une marche de pierre. Claire s'installa près de lui. Le silence n'était plus gênant. Il était devenu complice. « Pourquoi m'avoir emmené ici ?» demanda-t-elle enfin. « Parce que je voulais que tu saches que je n'ai pas toujours été ce que tu as vu, que je ne suis pas juste un visage dans un magazine, et surtout que je ne veux pas te changer. Je veux comprendre ton monde, le rencontrer comme toi tu as rencontré le mien. » Elle le regarda. Il n'y avait dans ses mots ni stratégie, ni calcul, juste une volonté sincère de tisser un pont entre 2 réalités. « Et si je ne veux pas qu'on mélange les mondes, murmura-t-elle, alors je te suivrai dans le tien. » Le soir, ils dînèrent dans un petit restaurant local, où les gens le reconnaissaient à peine. Ils partagèrent un plat simple,
buvant un vin rouge bon marché mais chaleureux. Claire rit pour la première fois depuis longtemps. Un rire franc délié que Théo accueillit comme un cadeau. Ils dormirent dans 2 chambres séparées d'un petit hôtel familial. Le matin, en repartant, Claire jeta un dernier regard à la maison de son enfance. Elle sentit une étrange paix s'installer en elle. Ce voyage n'avait rien résolu, mais il avait ouvert une porte. Sur le chemin du retour, elle parla davantage. De son père, disparu trop tôt, de sa mère, aide-soignante épuisée, de ses rêves qu'elle avait appris à replier soigneusement pour ne pas les abîmer. Théo écoutait. Il ne cherchait pas à consoler, ni à offrir des solutions. Il voulait juste entendre. Paris les accueillit avec son tumulte habituel. Mais quelque chose avait changé. Ils n'étaient plus seulement 2 trajectoires qui s'étaient croisées. Ils étaient devenus 2 histoires entremêlées, avec des racines différentes mais une terre commune. Les jours qui suivirent leur retour à Paris se déroulèrent dans une forme de calme suspendu. Claire reprit son travail, comme si rien n'avait changé, mais son regard semblait souvent ailleurs, son esprit habité par des pensées nouvelles. Les gestes restèrent les mêmes, lavés, frottés, rangés, mais le monde autour d'elle paraissait moins rigide, comme si l'air portait désormais un écho venu d'ailleurs. De temps à autre, elle repensait au volet bleu de la maison de Théo, à la photo sur le buffet, à la chaleur tranquille du vin rouge partagé. Théo, de son côté, restait discret. Il ne l'inonda pas de messages, ne la harcela pas d'appels. Il lui laissait de l'espace, comme s'il avait compris que certaines décisions ont besoin de silence pour éclore. Mais il n'était pas resté inactif. Dans l'ombre, il travaillait à une idée qui l'obsédait depuis plusieurs semaines. Ce projet né d'une conversation, d'un souvenir, d'un besoin urgent de rendre au monde un peu de ce qu'il avait reçu. Un matin, Claire reçut une enveloppe glissée sous la porte de son appartement. À l'intérieur, une lettre écrite à la main, sans signature en bas. Mais elle n'avait aucun doute sur l'auteur. « Claire, j'ai longtemps cru que changer le monde passait par les grands discours, les investissements, les stratégies. Puis tu es arrivé, avec ton silence, ta vérité. Et j'ai compris que ce qui transforme vraiment, ce sont les gestes simples, les regards honnêtes. Je veux créer un centre, un lieu pour les jeunes perdus, ceux qui, comme toi, marchent les yeux baissés non par timidité, mais par protection. Un endroit où ils apprennent un métier, certes, mais aussi une voix, une place. Et j'aimerais que tu sois celle qui leur parle, celle qu'ils écoutent parce qu'elle ne parle pas pour briller, mais parce qu'elle connaît le froid et la peur, et qu'elle s'en est relevée. Ce n'est pas une offre d'emploi. C'est une invitation à changer de vie, pas pour entrer dans la mienne, pour qu'on en construise une autre, ensemble, entre les 2 nôtres. Je t'attends, quand tu voudras. Claire lut la lettre plusieurs fois. Son cœur battait si fort qu'elle dut s'asseoir. Tout en elle oscillait entre l'envie de dire oui, de tout laisser derrière, et la peur panique de voir ce rêve s'effondrer. Elle savait ce que c'était que tomber. Elle ne savait pas si elle saurait se relever encore une fois. Elle en parla à Amina le soir même, dans la petite cuisine du restaurant. « Tu as peur qu'il se lasse, dit Amina, ou que tout ça n'ait été qu'un caprice de riche. » Claire acquiesça. « Mais tu sais quoi? Si tu dis non à ça, alors, c'est toi qui renonces à toi-même. Et si je ne suis pas capable, tu es déjà capable. C'est pour ça qu'il te le demande. » Le lendemain, Claire passa une journée entière à marcher dans Paris. Elle traversa des quartiers qu'elle ne connaissait pas, observa les gens, les vitrines, les immeubles. Elle se demanda ce que ce centre pourrait être. Elle s'imagina devant des jeunes racontant son histoire. Elle ne voyait pas une scène ni une salle de réunion. Elle voyait un atelier, des bancs, des mots simples, des regards surpris. Le soir venu, elle monta jusqu'au sommet de Montmartre et regarda les toits de Paris s'étendre sous le crépuscule. Elle sentit la ville respirer autrement, comme si elle lui ouvrait enfin une fenêtre. Elle sortit son téléphone et écrivit un message court. « J'accepte, mais je ne veux pas devenir une autre. Je veux que ce soit vrai. » Théo répondit en moins d'1 minute. « C'est pour cela que je t'ai choisi. » Malgré sa réponse à Théo, Claire sentit, les jours suivants, une angoisse sourde l'envahir. L'idée de quitter le restaurant, ce lieu modeste mais familier, la terrifiait. Ce n'était pas seulement un travail, c'était une routine qui lui avait donné un rythme, un refuge, une forme d'identité. L'abandonner revenait à sauter, s'enfiler dans un vide inconnu. Elle avait dit oui, mais dire oui n'est pas partir.
Alors, une semaine après avoir accepté l'invitation de Théo, elle alla voir Monsieur Didier, son patron. Ils étaient seuls dans la cuisine, encore vide du matin. Elle tenait un petit sac dans ses mains, comme si elle avait peur de le poser. « Je viens vous dire que je pars », dit-elle sans détour. « Pas parce que je suis fâchée. C'est juste, il y a autre chose, quelque chose que je dois essayer. » Le vieux restaurateur la regarda longtemps, en silence, puis hocha la tête. « Tu as toujours été droite, Claire. Une de celles qu'on remarque trop tard quand elles s'en vont. Tu as ta place ici, mais si tu sens qu'elle t'attend. Ailleurs, alors vas-y. Juste, ne change pas trop. » Elle le remercia d'un signe de tête, retenant difficilement ses larmes. Elle passa le reste de la journée à nettoyer son casier, à dire au revoir à ses collègues, à embrasser Amina dans un long silence rempli de souvenirs. Ce soir-là, elle rentra chez elle, posa son tablier pour la dernière fois sur une chaise et s'assit dans l'obscurité. Elle pensait que ce moment serait triomphant. Il était en vérité douloureusement banal. Rien ne sonnait comme dans les films. Elle ne se sentait pas nouvelle, juste vide. Le lendemain, elle envoya un message à Théo. « Je ne suis plus au restaurant. » Il répondit immédiatement. « Alors viens, il y a une porte ouverte pour toi ici. » Mais Claire ne vint pas tout de suite. Pendant plusieurs jours, elle resta chez elle, incapable de faire ce pas. Elle doutait, revoyait tous les regards du gala, relisait les articles cruels, craignait que ce nouveau monde ne la dévore. Jusqu'au jour où elle descendit acheter du pain et, en passant devant le restaurant, elle le vit. Théo habillé simplement, une chemise claire roulée au coude, un tablier autour de la taille, en train de laver des verres derrière le comptoir. Claire resta figée sur le trottoir. Le monde autour d'elle ralentit. Elle le regarda un long moment sans bouger. Lui ne l'avait pas encore vue. Quand enfin il leva les yeux et l'aperçut, il sourit. Un sourire sans triomphe, sans attente. Juste une évidence. Il posa le verre, fit un geste vers elle, l'invitant à entrer. Elle franchit la porte, comme si elle rentrait chez elle. « Tu fais quoi ici ?» demanda-t-elle, presque choquée. « J'ai besoin d'apprendre. Avant de proposer quoi que ce soit à d'autres, je veux savoir ce que tu sais, ce que tu vis. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas commencer ici ?» Elle le regarda interdite. Il ne plaisantait pas. Il nettoyait des tables, répondait au téléphone, aidait en cuisine, avec maladresse parfois, mais sans jamais se plaindre. « Tu es fou, » murmura-t-elle. « Peut-être. Mais je veux construire un projet avec toi. Pas pour toi. Et pour ça, il faut que je te suive là où tu es forte. » Ce fut le début d'un basculement. Pendant plusieurs jours, ils travaillèrent ensemble dans ce lieu qu'elle avait voulu quitter. Les rôles étaient renversés. Elle, l'habituée, le guidait. Lui, le riche entrepreneur, la suivait avec humilité. Et dans ce déséquilibre, naquit une complicité nouvelle. Ils parlaient peu de sentiments. Leur langage était celui des gestes partagés. Préparer un café, ranger un stock, affronter un client difficile. Et peu à peu, la peur recula. Claire comprit qu'il ne voulait pas l'extraire de sa vie. Il voulait comprendre, et en comprenant, bâtir quelque chose de juste. Un matin, alors qu'il finissait le nettoyage, Théo lui tendit un plan. « Voilà ce que je propose. Tu me dis ce qu'on garde, ce qu'on jette, ce qu'on transforme. » Claire prit le dossier, le feuilleta longuement, puis le referma. « On peut commencer, mais à une condition. Dis que tout ça reste vrai, pas une façade, pas un projet pour faire joli dans un rapport annuel. » Théo hocha la tête, les yeux sérieux. « Ce sera réel, comme toi, comme nous. » Et dans ce « nous », pour la première fois, Claire ne sentit plus de menace. Quelques mois plus tard, dans un ancien entrepôt désaffecté du nord de Paris, les premiers coups de marteau résonnaient entre les murs de béton. Là où jadis s'empilèrent des palettes de métal rouillé, des ouvriers posaient maintenant des cloisons, des câbles, des luminaires. Claire, casque sur la tête et carnet à la main, avançait parmi les équipes, vérifiant les plans, notant des ajustements. Elle avait appris à lire un schéma technique, à coordonner des plannings, à gérer les fournisseurs. Mais surtout, elle avait appris à faire entendre sa voix. Ce lieu qui n'était encore qu'une promesse porterait bientôt un nom. L'atelier. Ni école ni centre d'affaires. Un espace hybride pensé pour accueillir des jeunes en situation précaire, leur offrir une formation, une structure, un ancrage. Mais pas seulement.
L'idée était de leur donner des outils concrets, cuisine, menuiserie, graphisme, couture, tout en ouvrant des espaces de parole, d'expression, d'identité. Théo, fidèle à sa parole, ne dirigeait pas. Il soutenait, organisait, liait des contacts. Il était là chaque jour, souvent en retrait, mais toujours disponible. Il avait appris à écouter sans orienter, à proposer sans imposer. Il disait, souvent, « C'est ton regard qui rend ce projet vivant ». Et Claire, au fil des jours, s'était mise à croire que c'était peut-être vrai. Les premières sessions d'accueil commencèrent par des entretiens individuels. Claire, assise face à des jeunes souvent méfiants, tendus, leur parlait simplement. Pas comme une assistante sociale, comme une sœur d'expérience. Elle racontait son parcours, sans pathos, sans drame. Et dans ses mots, certains se reconnaissaient. Un jeune homme, Malik, à peine 17 ans, l'écouta en silence puis dit « C'est la première fois que quelqu'un me parle sans me jauger ». Elle comprit à cet instant qu'elle avait trouvé sa place. L'équipe qui se forma autour d'elle était hétérogène. Des formateurs venus du terrain, des artistes, des anciens diplômés de grandes écoles en quête de sens. Claire les unissait tous par sa clarté et sa capacité à faire tenir ensemble des mondes qui ne se parlaient jamais. Théo observait cela avec une admiration silencieuse. Il participait aux réunions, proposait des financements, mais c'était Claire qui dictait le rythme. Elle connaissait les besoins, les urgences, les angles morts. Elle refusait les effets, de vitrine. Tout devait être fonctionnel, sincère, accessible. Un jour, une journaliste curieuse du projet vint les interviewer. Elle s'attendait à un discours calibré. Théo la redirigea vers Claire. « Ce n'est pas mon projet, dit-il. C'est le nôtre. Mais c'est elle qui le fait respirer. » Claire répondit sans emphase. Elle parla des jeunes, de la nécessité d'un lieu où ils pouvaient exister sans devoir prouver leur valeur. Elle parla du droit à l'échec, du besoin de lenteur, de la force d'un regard bienveillant. L'article fit le tour des réseaux professionnels. Mais ce n'était pas cela qui comptait. Ce qui comptait, c'était Malik qui, pour la première fois, savait terminer un projet du début à la fin. C'était Inès, ancienne sans-abri, qui dessinait maintenant les logos du centre. C'était Claire, debout chaque matin à 7 heures, ouvrant les portes de l'atelier avec une fierté qu'elle n'avait jamais connue. Un soir, après une longue journée, elle s'assit à côté de Théo sur les marches de l'entrée. Le soleil déclinait lentement, baignant la façade en construction d'une lumière douce. « Tu te rends compte de ce qu'on a fait ?» demanda-t-elle, presque à elle-même. « Oui, mais je ne crois pas que ce soit encore terminé. »« Non, » admit-elle, « mais c'est réel. » Ils restèrent là, en silence, partageant cette certitude nouvelle. Ils n'avaient pas seulement lancé un projet. Ils avaient bâti un lieu où deux mondes, le leur, pouvaient coexister sans se trahir. Un endroit où la richesse ne brillait pas, mais soutenait. Où la pauvreté n'était pas une honte, mais une force silencieuse. Et au milieu, il y avait Claire, debout, droite, la voix claire. Celle qui, sans l'avoir cherchée, était devenue le cœur battant d'un rêve qu'on pensait impossible. Le jour de l'inauguration de l'atelier, Paris brillait d'un éclat rare. Une lumière franche, presque printanière, enveloppait les rues malgré le froid encore présent. Des rubans avaient été tendus à l'entrée, des chaises disposées face à une petite estrade. Et les murs fraîchement peints du centre reflétaient une chaleur inattendue dans ce quartier d'ordinaire oublié. Claire se tenait près de la porte, les mains croisées devant elle, le regard vers l'horizon. Elle portait une robe simple, sombre, avec un manteau sobre qu'elle n'avait pas eu besoin d'emprunter. Elle accueillait les invités, saluait les anciens élèves, écoutait les bénévoles qui riaient, fébriles. Dans sa poche, un petit mot plié. Tout cela a commencé par un hasard, mais rien de ce que tu as construit ici n'est un accident. C'était l'écriture de Théo. Il arriva en toute discrétion, comme à son habitude. Pas de costume éclatant, pas de voiture tape à l'œil, juste un sourire calme, des yeux qui la cherchaient à travers la foule. Quand il la trouva, il ne dit rien. Il se posta à côté d'elle et lui tendit une boîte. À l'intérieur, c'est un objet familier, un portefeuille en cuir noir un peu usé. « Je l'ai gardé, dit-il, comme un rappel que les choses importantes ne doivent pas être perdues deux fois. » Claire sourit. Elle se souvenait parfaitement de ce soir-là, de la pluie, de son hésitation à sonner chez lui. Tout ce qui avait suivi était né de cet instant, de cette décision minuscule de faire ce qui était juste. La cérémonie commença. Il n'y eut pas de discours pompeux.
Juste quelques mots simples de Claire, debout face à une assemblée d'invités, de jeunes, de passants. Elle parla d'écoute, de résilience, de ces chemins invisibles que l'on foule sans savoir où ils mènent. Elle ne parla pas d'elle-même. Elle laissa aux autres le soin de raconter ce qu'ils avaient vécu dans cet espace. À la fin, lorsque les portes furent officiellement ouvertes, les visiteurs entrèrent avec curiosité. Ils découvrirent les ateliers, les murs peints par les élèves, les outils, les livres, les visages concentrés. Certains pleuraient, d'autres souriaient. Tous ressentaient qu'ils entraient dans un lieu qui ne ressemblait à aucun autre. Claire resta en retrait, observant. « Tu ne vas pas entrer ?» lui demanda Théo. « Pas encore. J'ai besoin de regarder, de voir ce que ça fait, d'avoir vraiment changé quelque chose. » Il lui prit doucement la main. Elle ne la retira pas. Ce geste, si longtemps redouté et si souvent évité, prenait désormais un sens nouveau. Il n'y avait plus d'attente, plus de vertige, juste un lien. « Ce n'est pas un conte de fées, murmura-t-elle. « Je n'en ai jamais voulu, répondit-il. Je préfère une histoire réelle. Une qu'on écrit chaque jour, pas une qu'on rêve sans vivre. » Ils restèrent là, main dans la main, les yeux sur les jeunes qui traversèrent les salles, sur les anciens qui revenaient à transmettre, sur les visages nouveaux qui découvraient. Et dans ce moment suspendu, Claire comprit. Ce qu'elle avait construit avec Théo ne tenait pas au hasard, ni à la différence de leur monde. Cela tenait au sol, celui de Paris, dur, pavé, parfois cruel, mais toujours vivant. C'était là, au cœur même de la ville, qu'un amour discret, lent, solide, avait pris racine. Pas une passion brûlante, pas un miracle, juste un amour, qui avait appris à marcher, à trébucher, à se relever. Un amour de trottoir, de regard timide, de silence plein. Un amour construit à hauteur d'homme, à hauteur de femme. Un amour construit sur le sol de Paris.